Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de l'Iran. Je dis à nouveau parce que c'est un pays que nous suivons régulièrement dans le dessous des cartes. C'est un pays qui est souvent l'objet de discours irrationnels, notamment du fait de la problématique nucléaire, civile ou militaire, ou bien tout simplement parce que c'est un pays qui est finalement assez mal connu. L'Iran a pour voisins le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. Il ouvre sur le golfe Persique et le golfe d'Oman au sud et la mer Caspienne au nord. L'Iran, c'est l'ancienne Perse, la plus ancienne entité politique du monde. Son histoire impériale commence au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, soit plus de 3 siècles avant que la Chine ne devienne un État unique et centralisé. Le pays fait aujourd'hui près de 1 700 000 km², sa capitale est Téhéran, et il compte presque 79 millions d'habitants. Alors qui sont les Iraniens? Presque 2/3 des Iraniens sont des Persans. Ils occupent le centre et l'est du plateau iranien, alors que les minorités vivant en Iran sont plutôt en périphérie. On les repère sur la carte, les Azéris, les Kurdes, les Lors, les Arabes, les Turkmènes, les Baloutches notamment. Il s'agit donc d'un pays multiethnique, dont l'unité repose d'une part sur le persan, qui est la langue nationale. Elle est parlée par 53% de la population, mais son usage ne se réduit pas à un groupe ethnique. Et puis d'autre part sur l'islam. 89% des Iraniens sont chiites, alors que la carte nous aide à mesurer que dans les régions avoisinantes, une grande majorité de la population est sunnite. Le chiisme est né au 7e siècle de notre ère, après la mort de Mahomet, d'une rupture qui porte sur la désignation de ses successeurs. Les chiites affirment que la légitimité du pouvoir sur la communauté musulmane revient à la famille de Mahomet, alors que les sunnites pensent que le chef doit être désigné parmi les fidèles. L'Iran regroupe à lui seul environ 40% des chiites dans le monde. Le clergé chiite participe directement à la gestion du pouvoir en Iran. Depuis la révolution de 1979, le système politique iranien relève effectivement d'une double légitimité, populaire et religieuse. Le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, est le plus haut responsable politique et religieux du pays, et Mahmoud Ahmadinejad est quant à lui le président de la République islamique. Et depuis 1979, nationalisme iranien et islamisme se sont alliés contre les États-Unis. Mais en mars 2009, alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, le président Obama s'adresse directement aux dirigeants iraniens et reconnaît ainsi le régime islamique comme un interlocuteur potentiel. Et cette initiative questionne l'un des fondements de l'alliance entre religieux et politiques, ce qui soulève un espoir d'ouverture dans la population iranienne à l'approche des élections présidentielles du 12 juin 2009. Mais la réélection d'Ahmadinejad avec plus de 62% des votes au premier tour met un coup d'arrêt à cette dynamique. L'élection entachée par des fraudes suscite la colère des Iraniens qui manifestent leur opposition dans les rues de Téhéran dès le 12 juin, puis dans le reste du pays. Alors qu'Ahmadinejad a tenté de renforcer le pouvoir présidentiel au détriment de celui du guide suprême Khamenei, une lutte s'installe entre les deux hommes. Et le 2 mars 2012, les élections législatives donnent la victoire aux ultra-conservateurs proches de Khamenei. Voilà donc un rappel des forces en présence. Maintenant, si on parle un petit peu de l'économie du pays, il faut savoir que l'Iran est un grand pays agricole, mais à l'extérieur, il est surtout connu pour figurer parmi les premiers producteurs de gaz et de pétrole au monde. Au sud-ouest, on repère les gisements de gaz et de pétrole. Le pays détient 15% des réserves en gaz et 10% des réserves mondiales prouvées en pétrole, et on voit sur la carte les ports pour l'exportation du pétrole brut. L'Iran vend 80% de sa production de pétrole à l'Asie, et ces exportations représentent près de 60% des recettes budgétaires du pays. Mais en même temps, l'Iran doit importer du pétrole raffiné, notamment pour l'essence, car d'une part, il ne peut pas satisfaire la demande intérieure en raison du manque d'investissement dans les capacités de raffinage, et puis d'autre part, l'embargo américain sur les importations de brut iranien pèse depuis longtemps sur l'économie du pays.
Et ces sanctions s'alourdissent régulièrement puisque l'Union européenne impose elle aussi un embargo depuis le 1er juillet 2012. Voilà donc en résumé la carte d'identité de ce grand pays pour lequel les choses ont beaucoup changé depuis une dizaine d'années, renforçant dans le pays une impression d'encerclement. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en Afghanistan, donc à l'est de l'Iran, les États-Unis et l'OTAN ont installé plusieurs bases pour lutter contre le terrorisme. En Irak, donc à l'ouest de l'Iran, avec l'intervention de 2003, les États-Unis disposent là aussi de facilités militaires qu'ils conservent après leur retrait de fin 2011. Ces bases sont venues s'ajouter à celles existantes au Pakistan, en Arabie saoudite, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Oman, en Jordanie, en Turquie et en Égypte. Et de plus, on ne le sait pas toujours, mais l'Iran a souvent été attaqué dans son histoire récente. En 1946, l'URSS envahit le nord du pays. En 1953, la CIA renverse le gouvernement iranien de Mossadegh. Fin 1979, les États-Unis conduisent un raid militaire pour tenter de récupérer leurs otages à Téhéran. En 1980, l'Irak attaque l'Iran, entraînant le pays dans une guerre qui fait 1 million de morts. Et enfin, en 2003, l'Irak a lui-même été attaqué par les États-Unis. D'où la logique iranienne, comment sanctuariser le territoire iranien. Alors on le sait, l'Iran est engagé depuis longtemps dans un programme nucléaire civil. Mais il y a une constante ambiguïté. Le programme est-il à des fins civiles pour produire de l'énergie, ou va-t-il servir à doter le pays d'un arsenal militaire nucléaire? Vous voyez ici l'ensemble des sites nucléaires iraniens. L'Iran a signé en 1970 le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, ce qui engage ce pays à ne pas développer de nucléaire militaire. Mais le doute a commencé à s'installer dans les années 2000. Du fait de l'usine d'enrichissement de Natanz, révélée par photosatellite et confirmée par les inspections de l'AIEA, l'uranium enrichi sert de combustible aux centrales nucléaires. Elle assure donc l'indépendance énergétique de la centrale de Bushehr que la Russie a vendue à l'Iran. D'autre part, l'usine d'eau lourde d'Arak à 150 km au sud de Téhéran conduit les experts à se poser la question: pourquoi une usine de production d'eau lourde alors que l'usine de Bushehr n'en a pas besoin? Et puis en 2009 a été découvert près de Qom, à Fordo, un autre site d'enrichissement d'uranium, et il fournit la preuve de la poursuite d'un programme secret. Alors d'un côté, on peut comprendre la logique des stratèges iraniens, qui sont en droit de se dire: pourquoi serions-nous privés de ce moyen militaire alors que l'État d'Israël s'en est doté, mais aussi le Pakistan, l'Inde, la Chine, soit autant de voisins directs ou non de l'Iran. Mais de l'autre, si l'Iran devient elle aussi puissance militaire nucléaire, les États arabes voisins, sunnites, chercheront eux aussi à se doter d'armements nucléaires. Alors depuis plusieurs années, on le sait, l'option diplomatique et l'option embargo tentent d'empêcher l'Iran de poursuivre son programme. Or, en gagnant constamment du temps, le pays se rapproche en fait de la capacité technologique de fabriquer une bombe nucléaire. Alors dès lors, pour certains analystes, l'option militaire ne peut plus être éludée. Il faudrait des frappes préventives avant que l'Iran ne franchisse le seuil nucléaire militaire. Pour les Israéliens, la bombe iranienne pourrait être prête en 2012, et pour les experts de la CIA vers 2013 ou 2014. Alors en quoi consiste cette option militaire? Voici une carte de la région du Moyen-Orient. 1600 km séparent Tel Aviv de Téhéran, et les militaires ont repéré 3 couloirs aériens. Le premier au nord implique un survol de la Turquie, le second au sud un survol de l'Arabie saoudite, le troisième au centre est au-dessus de la Jordanie puis de l'Irak. Les objectifs sont difficiles à atteindre et l'opération est très complexe à monter avec un grand nombre de types d'avions. Les cibles ne font que quelques mètres de superficie, certaines usines sont profondément enfouies sous la terre, et s'il y a des dizaines d'installations nucléaires dispersées sur le territoire iranien, il est impossible de les attaquer toutes en un seul bombardement. Il y a bien sûr les dégâts humains et politiques à prévoir, sans même parler des risques de représailles. Téhéran pourrait riposter vers Israël par des tirs de missiles à tête conventionnelle. Il y a aussi l'option du blocage du détroit d'Ormuz. C'est par ce détroit qu'est exporté presque 40% de la production pétrolière mondiale venant des États producteurs du Moyen-Orient,
Donc on imagine la gravité de la crise énergétique mondiale que cela entraînerait si le détroit était bloqué par des navires iraniens. Et si on élargit notre champ de vision, on peut réfléchir aux alliés dont l'Iran pourrait bénéficier. Au sud du Liban, l'allié Hezbollah pourrait tirer des missiles Zelzal qui peuvent atteindre Tel Aviv. Il y a les mouvements d'opposition à l'intérieur des monarchies sunnites comme à Bahreïn, derrière lesquels il y aurait une influence supposée de l'Iran, et puis les liens qui existent avec la Syrie du clan El-Assad, notamment avec la communauté des Alaouites, une branche syncrétique dissidente du chiisme. Alors derrière ce qui se passe en Syrie actuellement, c'est évidemment l'affaiblissement de l'Iran qui se joue sur la scène du Moyen-Orient. Et c'est justement cela que souhaitent les monarchies et les régimes arabes sunnites. Cela dit, il y a le calendrier et la conjoncture avec les élections aux États-Unis en novembre prochain. Et le président Obama souhaite éviter un bombardement de l'Iran par Israël, mais aussi le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui entraînerait une grave crise militaire, mais aussi la montée des prix du baril de pétrole. Eh bien, l'Iran va essayer de profiter de ce calendrier pour franchir, sans risque militaire, le cap des 250 kilos d'uranium enrichi disponible pour le territoire. Eh bien, c'est tout cela qui va se dénouer en 2012. Et puis je vous signale que l'Institut du monde arabe, où nous sommes aujourd'hui, publie le numéro Kantara consacré à l'Iran chiite et les Arabes. Et puis je vous renvoie bien sûr au site du Dessous des cartes où vous trouverez d'autres références sur cette région du monde.